Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Annie Genevard, présidente des Républicains et députée du Doubs. Bonjour Annie Genevard. Bonjour. La finale des Républicains, Ciotti Retailleau, quelle ligne politique pour les LR, quelle stratégie face au gouvernement, les Républicains et Nicolas Sarkozy qui a rendez-vous devant la justice aujourd'hui. Et puis les questions d'actualité, c'est ce que nous allons voir ensemble. Commençons par l'élection à la présidence des LR. Donc le poste que vous occupez en fait aujourd'hui, présidente. Bruno Retailleau, 34,5, Éric Ciotti 42,7, se sont qualifiés donc pour le second tour. Aurélien Pradier 22,9 très précisément est éliminé. C'était un score attendu ou pas ? Écoutez, on était un peu à l'aveugle, parce qu'il n'y avait aucun sondage. Voilà, le résultat. Personne ne s'est écroulé. Je trouve que la campagne a été absolument remarquable d'engagement. Ils se sont énormément déplacés. Ils ont rencontré des milliers d'adhérents. Ça a été une campagne finalement très respectueuse des adhérents des Républicains. Et moi, je leur tire mon chapeau parce que la qualité de leur campagne mérite d'être saluée et d'être remarquée, oui. Parce que vraiment, ils ont mouillé la chemise. Bon, d'accord. Donc une campagne qui s'est bien déroulée, c'est très ce que bien. vous dites, Annie Genevard. Alors, en revanche, sur la sincérité du scrutin, là, il y a un doute, parce que vous avez vu, les chats de la direction du JDD ont pu voter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, alors il y a des failles ? Écoutez... aucun parti n'a mis en place des procédures aussi rigoureuses que celles que nous avons mises en place. C'est une escroquerie, cette histoire. Lorsque vous adhérez aux Républicains, vous devez déclarer sur l'honneur que vous êtes une personne physique et que le règlement ne se fait pas par une personne morale. Voilà, donc dès lors qu'il y avait des adhésions multiples, il y avait des vérifications qui étaient opérées à partir de 4. Donc le JDD a voulu démontrer que, on pouvait commettre une escroquerie, ce qu'ils ont fait, et jeter ainsi le discrédit non seulement sur une élection, mais sur un parti. Je trouve ça profondément choquant et nous réfléchissons ensuite à donner. Parce que si le JDD avait fait la même opération pour tous les partis politiques, en démontrant que oui, il y a des failles, comme il peut y avoir des failles dans un magasin contre le vol, on peut toujours voler dans un magasin et dire oui, il y a des failles, c'est vrai, mais dans toute organisation humaine, il peut y avoir des failles. Seulement, le JDD n'a fait cela que pour les Républicains. Un jour d'élection. C'est parce qu'il y avait eu l'affaire du chien Douglas, déjà, à la primaire, quoi. Et souvenez-vous. donc, oui, mais en l'espèce, le chien n'avait pas pu voter. Il faut le savoir. Bon, là, le JDD est parti avec une volonté de démontrer que c'était possible en usant d'un stratagème, d'une escroquerie. Et je veux dire à quel point je suis interrogative sur le plan déontologique dans cette affaire. Mais ils ont peut-être voulu vérifier tout simplement si ça marchait bien, puisque comme il y avait eu des doutes précédemment. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait pour d'autres partis politiques ? Ah bon ? C'est ça qui est profondément choquant. On vient d'avoir des élections internes au Rassemblement national. Est-ce qu'ils sont allés voir comment les choses se passaient ? Non. L'objectif était de démontrer, de porter préjudice, parce que dans l'article, ils disent que ça jette un soupçon sur la sincérité qu'au fond, un tiers des 2 tiers des adhérents, des votants, ne seraient pas de vrais votants. Non, c'est pas sérieux et très franchement, c'est choquant. Bon, alors et vous dites des suites juridiques, c'est-à-dire ? On examine les possibilités. Vous pourriez de donner... porter plainte Il y a une escroquerie. Il y a une escroquerie qui a été réalisée puisque une personne a prétendu que 2 votants étaient des personnes physiques, ce qu'elles n'étaient pas. Et donc nous y réfléchissons sérieusement. Vous réfléchissez à porter plainte, c'est ça ? Oui, bien sûr. Bon, donc et vous allez décider ensemble avec les candidats ? On va voir ça avec notre avocat. Avec votre avocat et les candidats, les candidats également. Alors, il y a quand même ce deuxième tour entre Ciotti et Retailleau. Quelle opposition, quelle ligne, selon vous, représentée par l'un et par l'autre, quoi ? Alors,
moi, j'ai toujours contesté qu'il y avait une différence de ligne entre les candidats LR. Parce que, au fond, sur les fondamentaux, ils sont d'accord. Vous ne trouverez pas, entre les candidats, de différence notable sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, sur la reconnaissance du travail, sur l'importance portée au territoire. Donc, c'est moins une question de ligne qu'une question de priorité, de façon pour le dire. Il n'y en a pas un qui est plus centre-droit et puis l'autre plus à droite? Je crois que... Éric Ciotti plus à droite et... Non? Franchement, Éric Ciotti est connu pour ses connaissances en matière de sécurité, de régalien, d'autorité de l'État. Quand j'écoute Bruno Retailleau, objectivement, je vois pas de différence sensible entre eux. Non, je crois que les choses se joueront davantage à la personnalité, à la capacité de rassembler, convictions, à la façon d'exprimer les convictions. Mais sur le fond, je vois pas de différence notable entre eux. Peut-être sur les stratégies à mettre en œuvre au niveau de l'organisation du parti. Mais bon, ils vont faire campagne, ils vont chercher à marquer leur point de convergence et aussi leurs différences. Et puis le juge de paix sera l'adhérent et le militant. Bon, mais et la suite parce que, évidemment, certains, déjà chez les LR, tendent la main à Emmanuel Macron, au gouvernement. Nicolas Sarkozy avait réitéré son appel à Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas un risque un peu d'explosion derrière du parti Les Républicains? J'entends cette question depuis des années, en réalité. Est-ce que les Républicains ne vont pas s'effacer? Est-ce que les Républicains ne vont pas se fondre dans la Macronie? Est-ce que les Républicains ne vont pas exploser du fait de leurs différences, de leurs divisions? Enfin, cette mort annoncée... Tout de même, lors de la présidentielle, moins de 5%. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais ça, je ne le nie pas. Mais on ne peut pas non plus passer sous silence le fait que nous sommes plus de 200 parlementaires, que nous avons fait aux législatives le choix clair de l'indépendance, ni macroniste, ni le péniste, que nous portons des propositions singulières et que nous avons un poids politique à l'Assemblée qui nous permet de faire avancer nos propositions. Ce que nous demandons, c'est à être respectés dans notre indépendance, parce que je crois que la démocratie a besoin de cette indépendance. Maintenant, pour les quelques personnes qui seraient tentées de rejoindre la Macronie, on voit quand même dans un passé récent que ça n'a guère réussi ni à la Macronie, ni aux intéressés eux-mêmes. Moi, je pense que le ralliement à la majorité nous ferait définitivement disparaître. On a pour cela l'exemple italien. La droite classique, la droite de gouvernement, la droite républicaine, chaque fois qu'elle s'est alliée avec les uns ou avec les autres, elle a disparu. On ne s'allie pas quand on est fragile. Et la droite est fragile, donc son devoir, c'est de se reconstruire. Quoi qu'il en soit, derrière, il s'agit de préparer la présidentielle de 2027, c'est ça. Éric Ciotti ou Bruno Retailleau, le vainqueur, devra préparer le terrain à quelqu'un, l'homme ou la femme providentielle. On parle en permanence de Laurent Wauquiez. C'est aussi votre sentiment? Alors je dirais que le rôle d'un parti, dans la mesure où celui qui le dirigera ne sera pas candidat à la présidentielle, c'est une évolution notable, ça reconfigure le rôle du parti. Le rôle d'un parti, c'est effectivement de veiller à ce que l'outil militant soit vivant, dynamique, prêt à s'investir pour les élections et préparer les échéances qui nous attendent. Mais ça ne se limite pas à cela. Un parti politique doit aussi travailler, singulièrement le nôtre, doit travailler à son corpus idéologique. Si on fait les choses de la même façon, en disant les mêmes choses, on aboutira au même résultat que celui que vous évoquiez à la présidentielle. On doit vraiment réfléchir à refonder notre parti, c'est-à-dire reconfigurer notre outil idéologique, reparler aux Français, retisser le lien de confiance avec les Français, pouvoir se faire réentendre des Français, c'est indispensable avant toute autre chose. Oui, et la bonne personne serait Laurent Wauquiez. En tout cas, c'est ce que dit Éric Ciotti. Pour lui, c'est assez clair. Pour Bruno Retailleau, ça l'est peut-être un petit peu moins, non ? Je pense que ce sera le rôle du président du parti dans la perspective des élections, de l'élection présidentielle. Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Bon, il appartiendra au futur président de... Et est-ce qu'il faut se tourner aussi, Annie Genevard, vers d'autres pour passer
passer des alliances. Alors d'un côté, il y a Édouard Philippe, qui est quand même un ancien du camp des Républicains. Il y en a beaucoup qui sont au gouvernement. Et puis de l'autre, il y a Éric Zemmour et puis le Rassemblement national. Est-ce qu'il faut essayer de passer des alliances en vue de 2027 ensuite ? Je crois que passer des alliances irréfléchies et possiblement source de confusion ne serait pas bon du tout pour les Républicains. Moi, je crois qu'il faut nous remettre d'aplomb après la défaite très sévère de l'élection présidentielle. On doit se remettre debout, on doit se renforcer, on doit retravailler nos idées, retravailler notre discours, retravailler notre organisation. Après seulement, on désignera notre champion et forcément, il faudra élargir notre électorat. Je parle bien de notre électorat. Il faut qu'on reconquiert des électorats perdus. Moi, je ne vois pas quel type d'alliance on pourrait conclure avec le Rassemblement national, qui ne veut qu'une chose, qui est notre mort. Ouais. De plus, il y a des tas de choses qui nous différencient du Rassemblement national. Prenons l'exemple de leurs propositions en matière économique et sociale. Nous sommes aux antipodes des propositions du Rassemblement national. Donc finalement, vous êtes plus proche d'Emmanuel Macron. Non. On va le voir sur le sujet comme la réforme des retraites que vous portez également dans votre programme. Vous savez... Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu coincé, bloqué finalement ? Non, vous savez, ce gouvernement qui finalement, au bout de plus de 5 ans, aura augmenté les prélèvements, les dépenses publiques, la dette publique, le déficit extérieur, l'insécurité, l'immigration. Qu'est-ce qu'il y a de droite dans ces résultats ? Je ne sais pas, mais ce sont le ministre de l'économie vient des Républicains, le ministre de l'Intérieur vient des Républicains également, Gérald Darmanin. Oui, donc mais finalement, mais pour appliquer une politique qui n'était pas la nôtre. Oui, la vôtre serait différente, quoi. Ah ben la nôtre serait différente. Alors ça, je peux vous l'affirmer. Oui. Un mot aussi concernant les coupures d'électricité, la menace. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour anticiper les plans de secours? Alors, bon, bien sûr, je pense que le gouvernement fera tout son possible pour éviter les coupures qui seraient vraiment dramatiques. Je voudrais dire que cette agitation des menaces de coupure, d'abord, crée beaucoup d'anxiété dans le pays. Bah oui, et même Emmanuel Macron dit l'impensable, en fait, est possible, quoi. Et n'est pas étrangère au fait que le Parlement, l'Assemblée nationale, commence aujourd'hui l'examen du texte du gouvernement sur les énergies renouvelables. C'est aussi une façon de dire, voyez, pour combattre les risques de coupure, il faut des énergies renouvelables. Quoi qu'il en soit, cette menace est le fruit d'une politique énergétique aberrante, conduite depuis 10 ans par François Hollande, puis par Emmanuel Macron. L'affaiblissement de notre appareil nucléaire est un véritable drame que nous payons cash aujourd'hui. Oui. Songez qu'il y a 1 an encore, nous exportions de l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes dépendants. Donc il y a une instrumentalisation quelque part, alors. Non, mais je dis simplement que le gouvernement... De la peur, les menaces pour faire passer des textes comme celui sur les énergies renouvelables. Le gouvernement veut convaincre l'opinion publique que la solution au manque d'énergie, ce sont les énergies renouvelables. Et vous dites ? Et moi, je dis que la solution à nos problèmes d'approvisionnement en énergie, c'est d'abord dans la restauration de notre appareil nucléaire, qui a été gravement mis à mal par les politiques publiques conduites par François Hollande et Emmanuel Macron, et que, bien sûr, il faut des énergies renouvelables, mais pas n'importe comment, pas au détriment de notre agriculture, pas au détriment de notre environnement et de nos paysages, et pas au détriment non plus de notre industrie. Si c'est pour favoriser une industrie étrangère, on l'a vu avec les panneaux photovoltaïques, où les entreprises françaises se sont fait éreinter par les entreprises chinoises. Donc tout ça n'est pas fait dans le bon ordre. Il faudrait que la programmation pluriannuelle de l'énergie ait eu lieu au début pour qu'ensuite on adapte les politiques aux besoins. Merci Annie Genevard, présidente des Républicains, députée du Doubs, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio. Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio est de retour.